Nuit date 1967. Il y avait un ordre permanent donné à chaque marine américain qui n'avait absolument aucun sens. Si vous voyez le sac à dos d'un soldat australien posé par terre, éloignez-vous. Ne posez pas de questions et quoi que vous fassiez, n'y touchez pas. Les Américains les appelaient les vagabonds de la jungle. Ils sentaient la viande pourrie. Ils ne s'étaient pas lavés depuis des semaines et ils pouvaient disparaître dans la lisière des arbres juste sous vos yeux. Mais un chef d'équipage d'hélicoptère curieux pensait que ce n'était qu'un mythe. Il regarda ce sac de toile sale et pensa « À quel point un sac à dos peut-il vraiment être dangereux ?» Alors il décida de le découvrir. Ce qu'il trouva à l'intérieur n'était pas de la nourriture, ce n'était pas des munitions. C'était la preuve absolue que les hommes qui combattaient à ses côtés avaient cessé d'être des soldats depuis longtemps et étaient devenus quelque chose que les Viet Cong craignaient plus que les bombardiers B-52. Aujourd'hui, vous allez apprendre la vérité sur les fantômes australiens de la forêt. Et croyez-moi, la réalité est bien plus sombre que n'importe quelle légende. L'hélicoptère Huey se posa sur le sol de latérite rouge avec un rugissement assourdissant, soulevant un nuage de poussière qui sentait le diesel brûlé et la végétation en décomposition. C'était en 1967. Le capitaine James Whitfield du renseignement de l'armée des États-Unis posait le pied sur le territoire australien pour la première fois de sa carrière militaire. Et ce moment allait diviser sa vie en avant et après, pour toujours. Il avait lu les rapports classifiés et étudié les ratios de pertes dans des dossiers estampillés top secret. Mais aucune quantité de paperasse n'aurait pu le préparer à ce qu'il était sur le point de voir de ses propres yeux à la base dans la province de Phuoc Tuy. La chaleur ici n'était pas simplement élevée. Elle était physique et lourde comme une couverture de laine mouillée qu'on ne pouvait pas enlever. Mais la première chose qui frappa ses sens ne fut pas la chaleur, ni même le bruit des rotors, mais l'odeur. Elle s'insinua dans ses narines, comme quelque chose de vivant, quelque chose de sauvage et de profondément anormal, déclenchant une envie instinctive de reculer. Un groupe de 5 hommes émergea de la lisière des arbres au bord du périmètre de la base, et le capitaine Whitfield se figea, incapable d'en croire ses yeux. Ces hommes ne portaient aucun insigne. Leurs uniformes étaient décolorés au-delà de toute reconnaissance, réduits à des haillons de teintes étranges, et leurs visages étaient cachés sous des couches de peinture grasse qui les faisaient ressembler à des créatures d'un autre monde. L'un des soldats portait un sac à dos qui semblait avoir été traîné dans tous les marécages d'Asie et laissé à pourrir au soleil. Cette vue contredisait l'ordre réglementaire de l'armée américaine si violemment que Whitfield, obéissant à un pur réflexe, s'avança pour aider le soldat épuisé avec son chargement. Ce fut une erreur qui faillit lui coûter sa carrière et peut-être sa vie, car la seconde suivante, son bras fut intercepté par la poigne d'acier d'un sergent australien. Mais cet avertissement n'était que le début d'une éducation qui allait briser tout ce que le capitaine Whitfield croyait savoir sur la guerre. Yen Jin, le vétéran de 3 missions, dont le nom n'a jamais été déclassifié dans les documents officiels, regarda l'Américain avec un regard qui ne contenait aucune amitié, seulement un vide froid et calculateur. Il prononça des mots qui ressemblaient moins à un conseil qu'à une sentence, et sa voix était calme, ce qui la rendait encore plus terrifiante. Le sergent dit au capitaine de ne jamais, en aucune circonstance, toucher à leur équipement. Il expliqua qu'à l'intérieur de ces sacs à dos se trouvait non seulement du matériel, mais la mort elle-même, enveloppée dans de la toile. Whitfield ne savait pas encore que cet avertissement n'était que le début d'une leçon qui allait démanteler tout ce qu'il avait appris à l'élite de l'académie de West Point. Il ne savait pas pourquoi ces hommes ressemblaient à des vagabonds, pourquoi ils émettaient cette odeur nauséabonde, ou pourquoi même le commandement Viet Cong les craignait plus que les raids de napalm. Cependant, le choc visuel n'était que la première attaque contre sa perception de la réalité. À l'intérieur de ces sacs à dos sales et trempés de sueur se cachait une philosophie de guerre qui était étrangère à la machine militaire américaine, habituée à compter sur une puissance de feu écrasante et la technologie. Les marines américains, qui avaient pris d'assaut des plages et percé des lignes de défense, regardaient les Australiens avec perplexité, frôlant le dégoût, sans réaliser que le secret de la survie résidait précisément dans cette saleté et cette puanteur. Whitfield se demandait pourquoi des soldats d'élite, la fierté de la couronne, se permettaient d'avoir l'air pire que des mendiants dans les bidonvilles de Saïgon. La réponse à cette question ne résidait pas dans la discipline, mais dans le domaine de la biologie et des instincts anciens auxquels les quartiers généraux préféraient ne pas penser. L'arme de ces hommes n'était pas seulement des fusils. Leur arme principale était devenue l'odeur elle-même. Ce fait aurait pu sembler absurde à n'importe quel officier américain en 1966, car les États-Unis dépensaient des millions de dollars pour fournir à leurs soldats le meilleur savon, la meilleure nourriture
et les meilleures conditions d'hygiène. On croyait qu'un soldat propre est un soldat efficace, et l'armée faisait tout son possible pour maintenir ce standard, même au cœur de la jungle. Mais les Australiens comprenaient quelque chose que la technologie américaine ne pouvait ni mesurer ni reproduire. Ils réalisaient que la jungle ne pardonne pas les odeurs étrangères, et que quiconque sent la civilisation devient une cible ambulante, un phare lumineux pour les prédateurs. Le soldat américain moyen au Vietnam portait une signature olfactive qui annonçait sa présence à des centaines de mètres avant tout contact visuel, et cela équivalait à un suicide. Considérez ce que le marine typique consommait en une seule journée, et vous comprendrez pourquoi il mourait. Ces rations C contenaient du bœuf, du porc, des haricots en conserve, du chocolat, du chewing-gum, et bien sûr des cigarettes faites de bon tabac américain. Il se lavait avec du savon parfumé, utilisait de l'après-rasage pour se sentir humain et lavait son uniforme avec du détergent apporté des États-Unis. En conséquence, son corps libérait un cocktail chimique complexe qui était absolument étranger à l'écosystème de la forêt vietnamienne. L'effet cumulatif de ces substances était dévastateur pour la sécurité opérationnelle, car un combattant Viet Cong entraîné vivant dans la forêt depuis des mois pouvait capter ce bouquet d'odeurs bien avant d'entendre le craquement d'une brindille. Les Américains sentaient le magasin, le foyer et la sécurité. Et c'était précisément cette odeur qui les menait à une fin tragique. Mais ce que les Australiens faisaient pour contrer ce problème allait bien au-delà du simple fait d'éviter les produits américains. Ils prenaient des mesures radicales, transformant leur corps en instruments de camouflage. 3 et parfois 5 jours avant une patrouille en territoire ennemi, les opérateurs du Special Air Service commençaient un processus systématique qui donnait des hauts le cœur à leurs alliés. Ils arrêtaient complètement de se laver, refusaient le savon, les déodorants et le dentifrice, permettant à des couches de bactéries et de saletés de former une barrière protectrice naturelle sur leur peau. Ils changeaient leur alimentation, excluant tout produit occidental, et commençaient à manger exclusivement ce que les paysans locaux et les soldats ennemis mangeaient: du riz, du poisson séché et des piments forts. Mais l'élément le plus horrifiant de cette transformation était encore à venir. L'ingrédient clé était la sauce de poisson, connue sous le nom de Nuoc Mam. Ce condiment fermenté était omniprésent dans la cuisine vietnamienne et possédait un arôme si âcre et spécifique que pour une personne non préparée, il ressemblait à l'odeur de la décomposition. Les Australiens ne se contentaient pas de le manger, ils se marinaient littéralement dedans, de l'intérieur vers l'extérieur, jusqu'à ce que leur sueur commence à sentir exactement comme la sueur de n'importe quel villageois ou partisan dans la forêt. Ce n'était pas juste un régime alimentaire, c'était du mimétisme biologique du plus haut niveau. L'équipement subissait la même transformation. Chaque article qui les accompagnait dans la jungle, des bottes au semble de fusil, n'était jamais nettoyé avec des agents chimiques. Les vêtements étaient trempés de sueur, de boue et de cette même sauce de poisson, se transformant en quelque chose qu'il était impossible de distinguer par l'odeur des feuilles en décomposition. Le résultat était un équipement qui sentait comme s'il avait été fourni par Hanoï plutôt que par Canberra. Quand une patrouille américaine se déplaçait dans la forêt, la jungle se taisait. Les oiseaux s'envolaient et les singes se mettaient à crier, avertissant tout le monde autour de l'invasion d'étrangers. Mais quand les Australiens se déplaçaient dans la forêt, la nature restait silencieuse, les acceptant comme les siens. Ils devenaient partie du paysage, des fantômes invisibles et silencieux qui pouvaient approcher l'ennemi à portée de bras. C'était cette odeur, qui causait tant de dégoût chez le capitaine Whitfield à la base de Nui Dat, qui sauvait la vie de dizaines de combattants, leur permettant de frapper là où personne ne les attendait. Mais l'odeur n'était que la partie émergée de l'iceberg, juste la différence la plus évidente qui frappait les yeux et le nez. À l'intérieur de ces sacs à dos se trouvaient des secrets bien plus dangereux que du simple poisson fermenté. Et quiconque osait y mettre la main sans permission pouvait payer le prix le plus élevé pour sa curiosité. Le véritable test de cette guerre biologique ne se produisit pas dans un laboratoire, mais sur une ligne de crête boueuse juste à l'extérieur du périmètre de la base. Le capitaine Whitfield observait une patrouille américaine de retour, une escouade de jeunes hommes fatigués, assoiffés et négligents. Ils s'étaient arrêtés pour une halte de sécurité standard, laissant tomber leurs lourds sacs et essuyant la sueur de leur front. Croyant être seuls dans la sécurité de la clairière, ils allumèrent des cigarettes, la fumée bleue dérivant dans l'air immobile, et se plaignirent de l'humidité avec des voix qui portaient trop loin. Pour Whitfield, ils ressemblaient à des soldats prenant une pause. Pour la jungle, ils ressemblaient à des cibles. Mais le vrai choc arriva quand le sol lui-même commença à bouger. À seulement 1,20 m de la botte du lieutenant américain,
Une parcelle de ce qui ressemblait à des fougères mortes et de la boue se leva lentement. C'était un opérateur du SAS australien. Il était resté assis là tout le temps, parfaitement immobile, pendant qu'une escouade américaine entière passait à quelques centimètres de sa position. Il n'avait pas été caché derrière un bunker ou à l'intérieur d'un tunnel. Il avait simplement fait partie du paysage. Les Américains bondirent en arrière, levant leurs armes dans la panique, leurs visages se tordant de peur véritable, avant de réaliser que la créature des marais était de leur côté. Mais cette peur révéla une vérité terrifiante sur ce que ces hommes étaient devenus. Oh, l'escouade américaine n'avait pas réussi à détecter l'Australien pour une simple raison. Il ne sentait pas comme un être humain. Habituellement, le nez humain, même non entraîné, peut capter l'odeur d'une autre personne. La sueur, le savon, le tabac, surtout à courte distance dans l'air humide. Mais l'Australien sentait tellement comme le sol en décomposition de la forêt que les sens américains l'avaient simplement filtré comme bruit de fond. Il était invisible non seulement à leurs yeux, mais à leurs instincts. Whitfield réalisa alors que la doctrine de l'odeur n'était pas juste une question de santé ou d'hygiène. C'était une cape d'invisibilité qui permettait à ces opérateurs d'exister dans des espaces où aucun humain ne devrait pouvoir se cacher. L'opérateur australien ne rit pas des Américains effrayés. Il les regarda simplement avec des yeux qui semblaient trop vieux pour son visage et fit signe à son équipe de se mettre en mouvement. Un par un, 4 autres buissons se levèrent de l'herbe autour des Américains, révélant que l'escouade américaine avait été complètement encerclée par des forces amies sans le savoir. Si ces 5 hommes avaient été des Viet Cong, la patrouille américaine aurait été anéantie avant d'avoir fini leur première cigarette. C'était une humiliation, mais c'était aussi un cours magistral dans l'art de l'embuscade. Cependant, se cacher n'était que la moitié de l'équation. L'autre moitié était de s'assurer que personne ne suivait. Cette obsession de la sécurité s'étendait à la seule chose dont le capitaine Whitfield avait été averti dès son premier jour, les sacs à dos. Pour le soldat moyen, un sac à dos n'est qu'un contenant pour la nourriture et les chaussettes, quelque chose qu'on jette dans un coin ou qu'on utilise comme oreiller. Pour le SAS australien, le sac à dos était un objet sacré, et le toucher était une violation qui entraînait des conséquences physiques immédiates. L'avertissement « ne touchez pas à leur sac » n'était pas une demande polie. C'était un règlement de sécurité écrit dans le sang. La raison de cette paranoïa devint violemment claire lors d'une extraction de routine à une base d'appui-feu. Un chef d'équipage d'hélicoptère américain, un homme connu pour sa nature serviable, regardait un opérateur australien tituber vers son appareil. L'opérateur était épuisé, son uniforme noir de sueur, ses mouvements lents et douloureux. Le chef d'équipage fit ce que tout soldat décent aurait fait. Il sauta de l'appareil et tendit la main pour attraper la sangle du sac de l'Australien afin d'aider à le hisser à bord. Il ne vit même jamais le fil-piège. Et en cette fraction de seconde, un simple acte de gentillesse se transforma en tragédie. L'explosion ne fut pas massive, mais elle fut vive et cruelle. Le sac avait été piégé avec une charge localisée, conçue pour mutiler quiconque l'ouvrirait ou le déplacerait incorrectement. Le souffle projeta le chef d'équipage en arrière sur le plancher métallique de l'hélicoptère. Sa main fracassée et sa carrière effectivement terminée en un battement de cœur. Le son coupa à travers le bruit des rotors, figeant tout le monde sur l'aire d'atterrissage. Pendant un moment, il n'y eut que le sifflement aigu du moteur et le choc d'hommes qui ne pouvaient pas comprendre pourquoi un équipement ami venait d'attaquer l'un des leurs. L'opérateur australien ne s'excusa pas. Il ne montra aucun remords. Il sécurisa simplement son équipement, vérifia le gréement et monta à bord de l'appareil comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Pour lui, la faute incombait entièrement à l'Américain qui avait violé la règle d'or. Dans la logique impitoyable du SAS, un sac à dos n'était pas juste un sac, c'était une forteresse. Si un ennemi le trouvait, il devait être un piège. Si un étranger le touchait, il devait être une menace. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Et il n'y avait certainement pas de place pour la courtoisie. À partir de ce jour, la légende des sacs explosifs devint une histoire de fantômes qui empêchait les Américains de dormir la nuit. Les commandants émirent des ordres stricts. Restez loin de l'équipement australien. Les pilotes cessèrent de proposer d'aider à charger l'équipement. La distance entre les deux alliés grandit, non pas par colère, mais par une peur saine, basée sur la survie. Whitfield observa cette séparation avec un sentiment croissant de malaise. Il vit que les Australiens menaient une guerre complètement différente. Une guerre où même leurs propres fournitures étaient transformées en armes. Ils avaient accepté un niveau de cruauté que la doctrine américaine ne pouvait pas digérer. Ils ne combattaient pas seulement l'ennemi, ils transformaient tout l'environnement, y compris leur propre possession, en une zone de danger absolu.
Cet incident prouva que les fantômes de la forêt n'étaient pas seulement dangereux pour les Viet Cong, ils étaient dangereux pour quiconque ne comprenait pas leur langage. Et leur langage était le silence, les pièges et une patience qui semblait presque inhumaine. Whitfield commença à regarder ces hommes non pas comme des soldats, mais comme des praticiens d'un art sombre, des moines d'une religion où le seul commandement était la survie à tout prix. Mais bientôt, Whitfield allait apprendre que les pièges et les odeurs n'étaient rien comparés à la terreur psychologique qu'il s'apprêtait à déchaîner. Les statistiques racontent une histoire que les historiens militaires américains ont eu du mal à expliquer pendant des décennies. Une histoire cachée dans les colonnes classifiées des rapports d'analyse opérationnelle. À la fin des années 60, le ratio moyen d'échange de pertes pour les forces américaines au Vietnam tournait autour de 10 contre 1, ce qui signifie que pour chaque 10 soldats ennemis neutralisés, une vie américaine était perdue. C'était une mathématique sinistre d'attrition, un compromis calculé qui définissait la stratégie de guerre du Pentagone. Mais dans la province de Phuoc Tuy, le Special Air Service australien produisait des chiffres qui ressemblaient à des erreurs de saisie de données. Leur ratio n'était pas de 10 contre 1, ou même de 50 contre 1. Il était stupéfiant, de 500 contre 1. Ce chiffre était si astronomiquement élevé que les analystes américains l'ont initialement rejeté comme de la propagande ou une anomalie statistique. Comment une force de jamais plus de 150 opérateurs à un moment donné pouvait-elle obtenir des résultats que des brigades américaines entières ne pouvaient égaler ? La réponse ne résidait pas dans une puissance de feu supérieure, car les Australiens portaient souvent moins d'armes lourdes que leurs homologues américains. La réponse résidait dans une différence philosophique fondamentale qui séparait les deux alliés. Les Américains menaient la guerre qu'ils voulaient mener, utilisant la technologie pour plier la jungle à leur volonté. Les Australiens menaient la guerre qui existait, abandonnant leur ego aux lois de la forêt. Mais le vrai secret de cette domination n'était pas quelque chose appris dans une académie militaire. C'était une compétence plus ancienne que la civilisation elle-même. La machine militaire des États-Unis fonctionnait sur des principes de force écrasante, de mobilité rapide et de capacité industrielle massive. Ils utilisaient des bombardiers B-52 pour transformer les montagnes en vallées et des défoliants pour arracher les feuilles des arbres, essayant de priver l'ennemi de couverture. C'était une stratégie de bruit et de fureur conçue pour écraser la résistance par le simple volume de feu. Une patrouille américaine typique se déplaçait avec le poids d'une armée moderne soutenue par l'artillerie et l'appui aérien, faisant assez de bruit pour que les Viet Cong sachent souvent qu'ils arrivaient 1 heure avant le contact. Les Australiens regardaient cette approche et l'appelaient un suicide. Leur philosophie se résumait en un seul mot que les commandants américains trouvaient profondément inconfortable: la patience. Une patrouille typique du SAS australien s'insérait dans la jungle par hélicoptère, mais au lieu de charger en avant, ils ne se déplaçaient que de quelques centaines de mètres, puis s'arrêtaient. Ils attendaient, ils écoutaient. Ils restaient assis dans un silence absolu pendant des heures, parfois des jours, permettant à la jungle de se calmer autour d'eux jusqu'à ce que les oiseaux reviennent et que les insectes reprennent leur rythme. Ils comprenaient que dans la jungle, le mouvement était dangereux et le silence était information. Ils ne chassaient pas l'ennemi, ils devenaient le piège et attendaient que l'ennemi y tombe. Et pour maîtriser ce silence, ils se tournèrent vers les plus grands pisteurs que le monde ait jamais connus. Les pisteurs aborigènes qui conseillaient les unités du SAS australien au Vietnam apportaient avec eux des compétences qui avaient été affinées pendant 40 000 ans dans le rude outback australien. Ces hommes pouvaient lire le sol d'une manière qui semblait surnaturelle aux observateurs occidentaux. Un pisteur aborigène pouvait regarder un brin d'herbe courbé ou une parcelle de terre dérangée et déterminer non seulement qu'un homme était passé par là, mais aussi le poids de sa charge, sa vitesse de déplacement et même son état d'esprit. Ils enseignèrent aux opérateurs du SAS à regarder la jungle non pas comme un mur de chaos vert, mais comme un manuscrit détaillé écrit en signes et signaux. Sous cette tutelle, les Australiens apprirent à remarquer les plus petites anomalies qui signalaient une présence humaine. Une brindille cassée à hauteur d'épaule signifiait que quelqu'un était passé négligemment. Une parcelle de boue qui séchait plus vite que la terre environnante signifiait qu'une empreinte avait été faite récemment. L'envol d'un oiseau au loin n'était pas un décor aléatoire. C'était un signal radar indiquant un mouvement. Alors que les troupes américaines cherchaient des bataillons et des bunkers, les Australiens cherchaient des cailloux déplacés et des lianes cassées. Cette attention microscopique aux détails leur permettait de pister des unités Vietcong pendant des jours sans jamais être détectés, les suivant comme des esprits vengeurs jusqu'au moment parfait pour frapper. Cette méthode renversa toute la dynamique de la guerre du Vietnam. Pour la première fois, les Vietcong et l'armée nord-vietnamienne se retrouvèrent dans une position qu'ils n'avaient jamais connue. Ils étaient surpassés en guérilla.
L'ennemi était habitué à être le chasseur, habitué à dicter les termes de l'engagement contre des forces conventionnelles bruyantes et maladroites. Mais contre les Australiens, il ressentait une sensation constante et rampante d'être observé. Ils s'arrêtaient pour se reposer, pensant être en sécurité sur leur propre territoire, pour découvrir que les arbres mêmes autour d'eux avaient des yeux. L'impact psychologique était dévastateur. Les commandants ennemis commencèrent à réaliser que leur propre jungle, leur plus grand allié contre les Américains, s'était retourné contre eux. Les Australiens n'ont pas essayé d'imposer leur style de guerre préféré au paysage vietnamien. Ils se sont adaptés aux règles du paysage et ont utilisé ces règles pour démanteler des ennemis qui pensaient les connaître mieux. Ils ont prouvé que dans une guerre d'ombre, ce n'est pas l'arme la plus bruyante qui gagne, c'est l'œil le plus aiguisé. Et tandis que les Américains larguaient des millions de tonnes de bombes pour changer la géographie, les Australiens ont simplement lu la géographie mieux que quiconque, prouvant que la sagesse était bien plus létale que les explosifs puissants. Mais la patience suprême s'accompagnait d'un prix sombre qu'aucune statistique ne pouvait mesurer. Une transformation de l'âme qui terrifiait ceux qui en étaient témoins. Pour comprendre le véritable prix de cette patience, il faut détourner le regard du sol sec de la jungle et fixer l'eau noire et stagnante des marécages de mangroves. C'est là, lors d'une mission classifiée connue uniquement sous le nom d'Opération Sangsue, que le SAS australien a redéfini les limites de l'endurance humaine d'une manière qui fait encore frémir les officiers médicaux. L'objectif était un collecteur d'impôts Viet Cong de haut rang qui voyageait en sampan sous le couvert de l'obscurité, transportant de l'argent et des renseignements à travers le labyrinthe de voies navigables. Pour l'attraper, les Australiens n'ont pas installé de point de contrôle routier ni appelé une frappe aérienne. Ils ont décidé de devenir partie intégrante du marécage lui-même. Une équipe de 5 hommes est entrée dans l'eau, qui était une soupe toxique de déchets humains, de végétation en décomposition et de parasites, et ils ont simplement disparu sous la surface. Ils sont restés immergés jusqu'au menton pendant 3 jours et 3 nuits complets. 72 heures d'immobilité absolue dans une eau assez chaude pour faire proliférer les bactéries et assez fétide pour provoquer des vomissements. Pour respirer, ils utilisaient des roseaux creux et des tubas spécialement modifiés, gardant leur tête à quelques centimètres au-dessus de la vase, invisible pour quiconque passait à plus de 5 mètres. Ils ne dormaient pas. Ils ne bougeaient pas pour se soulager. Ils ne parlaient pas. Ils sont devenus des bûches flottantes, dérivant dans un état d'animation suspendu qui ralentissait leur rythme cardiaque et trompait leur propre métabolisme pour le faire passer en mode survie. Mais la tension psychologique de l'attente n'était rien comparé à ce que l'eau faisait à leur corps. Le marécage était vivant, et ils considéraient les soldats non pas comme des menaces, mais comme de la nourriture. Des centaines de sangsues, sentant la chaleur du sang, se sont attachés à chaque centimètre de peau exposée, se nourrissant continuellement jusqu'à ce qu'elle soit gonflée à la taille de pouce. Les opérateurs sentaient chaque morsure, chaque moment de succion, mais ils ne pouvaient pas bouger pour retirer les parasites sans révéler leur position. Ils devaient laisser les créatures se nourrir. Mais un processus encore plus grotesque se déroulait au niveau cellulaire. Les manuels médicaux appellent cela la macération, mais ce terme clinique ne parvient pas à décrire l'horreur de la peau humaine devenant blanche, molle et finissant par se détacher du muscle en dessous. Après 48 heures, la peau de leurs mains et de leurs pieds avait commencé à se détacher en lambeaux gris et humides, laissant la chair à vif et suintante exposée à l'eau septique. La douleur était atroce, un rappel brûlant constant qu'ils se décomposaient lentement tout en étant encore vivants. Pourtant, pas un seul homme n'a rompu la discipline. Pas un seul homme n'a éclaboussé l'eau ou gémi d'agonie. Ils étaient entrés dans un état de transe, un niveau de contrôle mental où la douleur est reconnue mais ignorée, rangés dans un coin de l'esprit pour être traités plus tard. Ils n'étaient plus des hommes. Ils étaient du bois flotté prédateur, attendant un signal qui justifierait la torture auto-infligée. Et quand ce signal est finalement arrivé la 3e nuit, la violence fut si soudaine qu'elle semblait défier les lois de la physique. Cependant, la véritable horreur n'était pas l'embuscade elle-même, mais le silence dans lequel elle s'est produite. Le bateau du collecteur d'impôts glissait dans le clair de lune, le moteur éteint, l'équipage pagayant silencieusement pour éviter le bruit. Ils se sentaient en sécurité. Ils étaient entourés d'eau, le seul élément qu'ils croyaient leur appartenir. Ils sont passés à moins d'1 mètre de la position australienne, scrutant les berges à la recherche de patrouilles américaines, ne regardant jamais vers le bas dans l'eau sombre autour de la coque. À un signal qui fut ressenti plutôt qu'entendu, le marécage a explosé. 5 formes ont surgi de l'eau comme des démons nés de la boue. L'eau ruisselant sur leurs épaules à vif et pelé.
Il n'y eut pas de coup de feu. Les Australiens savaient qu'un coup de feu alerterait les unités ennemies à proximité. Alors ils avaient fait le pacte de n'utiliser que l'acier froid. En exactement 4 secondes, tout l'équipage du sampan fut neutralisé. Les couteaux brillaient au clair de lune, se mouvant avec l'efficacité d'une boucherie. Le collecteur d'impôts et ses gardes du corps avaient disparu avant même de pouvoir crier, tirer dans l'eau ou affaler sur les plabords. L'opération était terminée. Les renseignements étaient sécurisés, la menace était éliminée. Mais l'image qui hantait les officiers de débriefing était ce qui s'est passé quand l'équipe a finalement grimpé sur la terre ferme. Quand l'adrénaline s'est dissipée et qu'ils se sont tenus sous les lumières crues de la zone d'extraction, ils ressemblaient à des abominations biologiques. Leur peau était ridée et pendait en lambeaux, saignant de centaines de morsures de sangsues qui refusaient de coaguler. Ils sentaient 3 jours de pourriture de marécage et de sang séché. Ils tremblaient de façon incontrôlable, alors que leur température corporelle chutait, mais leurs yeux restaient d'un calme mortel. Les yeux d'hommes qui avaient voyagé jusqu'aux limites de la capacité humaine et avaient décidé d'y rester un peu plus longtemps. Ils n'avaient pas seulement enduré le marécage, ils avaient transformé leur propre souffrance en armes. Et ce faisant, ils ont envoyé un message qui s'est propagé à travers le réseau de la hiérarchie Viet Cong. Vous n'êtes pas en sécurité dans la jungle, et maintenant vous n'êtes même plus en sécurité dans l'eau. Les Australiens sont partout. Ce niveau de sacrifice physique a créé une réputation qui transcendait le rang militaire. Ce n'était pas seulement du respect, c'était une peur primale. L'ennemi a commencé à se demander si ces hommes étaient même mortels, ou s'ils étaient des esprits envoyés pour les punir. Mais tandis que les exploits physiques étaient terrifiants, le SAS avait encore une couche de guerre psychologique à révéler. Une tactique si tordue et brillante qu'elle ciblait non pas les corps de leurs ennemis, mais leurs cauchemars les plus profonds et les plus superstitieux. La patrouille qui a émergé de la lisière des arbres lors de la dernière soirée du capitaine Whitfield à Nui Dat n'était pas composée d'hommes au sens conventionnel du terme. Ils avaient été dans la jungle pendant 14 jours consécutifs, opérant dans un secteur que le renseignement américain avait classé comme zone interdite. 5 soldats étaient partis 2 semaines plus tôt, et 5 formes titubaient maintenant vers le périmètre de la base. Mais Whitfield se surprit à se demander si c'étaient les mêmes organismes biologiques qui étaient partis. Leur transformation était si complète qu'elle a déclenché une réponse primale dans son système nerveux. La même réponse que les ancêtres ressentaient lorsqu'ils rencontraient quelque chose qui ne correspondait pas aux catégories d'amis, d'ennemis ou de proies. Ils ne marchaient pas comme des soldats revenant d'une mission. Ils coulaient sur le sol comme des ombres liquides, chaque pas placé avec la précision inconsciente de prédateurs qui avaient oublié comment faire du bruit. Leurs yeux étaient la caractéristique la plus troublante, grands et fixes, avec des pupilles dilatées qui semblaient absorber la lumière plutôt que la refléter. Ce n'étaient pas les yeux d'hommes fatigués, c'étaient les yeux de créatures qui avaient passé 2 semaines comme les chasseurs suprêmes dans un écosystème conçu pour tout tuer. Mais c'était la détérioration physique qui faisait se retourner involontairement l'estomac de Whitfield. Leur peau avait pris une pâleur gris-vert qui correspondait si parfaitement au sol de la jungle qu'elle semblait être un camouflage peint au niveau cellulaire. Des infections fongiques avaient colonisé leurs pieds et leurs mains. Leurs uniformes avaient fusionné avec leur corps aux endroits où la sueur, le sang et la matière végétale avaient créé une sorte de colle organique. Un opérateur avait encore une sangsue attachée à son cou, gonflée à la taille d'un pouce, et il semblait complètement inconscient de sa présence. L'odeur qui les précédait était l'odeur de la décomposition. L'odeur de quelque chose qui était mort et avait ensuite décidé de continuer à bouger quand même. Cependant, l'aspect le plus terrifiant n'était pas ce qu'ils étaient devenus, mais ce qu'ils avaient accompli en le devenant. Le chef de patrouille portait une sacoche contenant des documents saisis au quartier général d'un régiment ennemi, pas un poste de commandement de compagnie. Un quartier général régimentaire complet, défendu par plus de 200 soldats armés, pénétrés et pillés par 5 hommes qui n'avaient rien laissé derrière eux, sauf la confusion et une seule carte de visite. La valeur en renseignement de ces documents serait plus tard évaluée comme équivalente à 6 mois de reconnaissance conventionnelle. Les officiers de renseignement américains qui ont examiné les documents ont d'abord soupçonné une désinformation, parce que l'alternative était tout simplement trop fantastique à accepter. La patrouille avait localisé le quartier général le 3e jour en suivant un courrier. Pendant les 4 jours suivants, ils ont observé l'installation, cartographiant les rotations de garde et attendant le moment parfait. Ce moment est venu pendant une mousson si intense que la visibilité est tombée à moins de 10 mètres. Les Australiens ont traversé le périmètre extérieur en rampant dans les canaux de drainage, s'immergeant complètement chaque fois que des patrouilles passaient au-dessus.
Ce qui s'est passé à l'intérieur de ce bunker est resté classifié pendant des décennies. Le commandant du régiment ennemi travaillait tard quand il a pris conscience d'une présence dans la pièce. Il a levé les yeux pour trouver un opérateur australien debout à moins de 2 mètres, tenant un couteau dans une main et le propre pistolet de l'officier dans l'autre. L'arme avait été retirée de son étui sans réveiller l'aide de camp qui somnolait à proximité. L'Australien aurait pu mettre fin à l'existence de l'officier d'un seul geste, mais au lieu de cela, il a porté un doigt à ses lèvres, a rassemblé les documents sur le bureau et est ressorti par le même chemin qu'il était entré. L'officier a été laissé en vie délibérément pour répandre l'histoire. Sa carrière s'est terminée 3 mois plus tard, mais les dommages psychologiques sur le moral ennemi étaient incalculables. La patrouille a passé encore 7 jours à s'exfiltrer, se déplaçant à un rythme de moins de 300 mètres par heure. Ils ont mangé des insectes, des racines et, à une occasion, un serpent attrapé à main nue. Au moment où ils ont atteint le point d'extraction, leur corps fonctionnait sur des réserves que la science médicale disait ne pas exister. Mais le prix de cet accomplissement était écrit sur leur visage dans un langage qui ne nécessitait aucune traduction. Le capitaine Whitfield a tenté d'approcher le chef de patrouille alors que les hommes étaient traités au poste médical. Le sergent australien, qui l'avait averti le premier jour, l'a intercepté une fois de plus. Le sergent a expliqué que les hommes qui revenaient de longues patrouilles avaient besoin de temps, que quelque chose en eux devait se réinitialiser avant qu'ils puissent fonctionner en compagnie civilisée. Whitfield a demandé ce qui se passait s'il n'avait pas ce temps, et la réponse du sergent fut un silence qui communiquait plus que n'importe quel mot aurait pu exprimer. L'examen médical a révélé des dommages qui auraient hospitalisé n'importe quel soldat normal. Déshydratation sévère malgré la mousson, malnutrition qui avait consumé le tissu musculaire, infection dans chaque blessure qui avait été ignorée parce que les traités auraient nécessité de s'arrêter. Un opérateur s'était déplacé pendant 3 jours avec un os fracturé au pied, immobilisé sur le terrain avec un bâton et du tissu déchiré. Il n'avait pas signalé la blessure parce qu'il ne voulait pas ralentir l'équipe. Les évaluations psychologiques ont dressé un tableau que les psychiatres militaires ont trouvé profondément troublant. Ces soldats avaient développé une forme de dissociation qui leur permettait de compartimenter leurs expériences dans des conteneurs mentaux scellés. C'était un mécanisme de survie qui leur permettait de faire ce qui devait être fait sans être détruit par le poids de tout cela. Mais cette adaptation avait un coût. Les murs qui gardaient les souvenirs à l'extérieur gardaient aussi les émotions piégées, accumulant une pression qui devait se libérer quelque part. Certains hommes la libéraient par l'alcool, certains par la violence, certains par un silence qui durait des décennies. Le SAS australien avait développé une culture interne qui glorifiait la souffrance comme une forme de purification. La douleur n'était pas simplement tolérée, elle était activement recherchée comme preuve d'engagement. Cela créait des soldats aux capacités presque surnaturelles, mais aussi une population de vétérans dont la référence pour l'expérience normale avait été définitivement déformée. Ils avaient recalibré leur système nerveux pour un environnement de crise constante, et beaucoup ne se recalibreraient jamais complètement. Le capitaine Whitfield a passé sa dernière nuit à Nuit Date à essayer de traiter ce qu'il avait appris au cours de 3 semaines d'immersion dans les opérations australiennes. Il était arrivé en croyant que la manière américaine de faire la guerre était le sommet de l'évolution militaire. Il repartait avec la connaissance inconfortable qu'une petite force d'hommes qui sentait le cadavre et se déplaçait comme des prédateurs avait obtenu des résultats que toute la machine militaire américaine ne pouvait pas reproduire. Les Australiens avaient gagné en devenant quelque chose avec quoi la technologie ne pouvait pas rivaliser, en embrassant les compétences anciennes de la chasse que la civilisation avait supposément rendues obsolètes. Mais est-ce que cela en valait la peine ? C'était la question qui hantrait Whitfield pour le reste de sa vie. La réponse a commencé à se révéler dans des histoires qui ont filtré au fil des années suivantes. Des histoires d'hommes portant des blessures invisibles que personne ne savait comment traiter. Le SAS australien avait l'un des taux les plus élevés de difficultés psychologiques post-service de toutes les unités de la guerre. Une statistique soigneusement enterrée parce qu'elle contredisait le récit du professionnalisme d'élite. Des hommes qui avaient démontré un contrôle surhumain dans la jungle se retrouvaient incapables de contrôler quoi que ce soit dans la vie civile. Les mariages s'effondraient, les carrières implosaient. La bouteille devenait le seul compagnon fiable pour des soldats qui avaient oublié comment se sentir en sécurité dans leur propre maison. Un vétéran a décrit la transition en des termes qui sont restés avec Whitfield. Dans la jungle, tout avait un sens. Il y avait des ennemis et on les éliminait. Mais quand il est rentré chez lui, l'équation a cessé de fonctionner. Il n'y avait pas de danger, mais son système nerveux refusait de le croire, le maintenant dans un état d'alerte constant qui l'épuisait.
Il avait été optimisé pour un environnement qui n'existait plus, et l'optimisation ne pouvait pas être inversée. Cependant, la tragédie des vétérans individuels n'était qu'une partie d'un échec institutionnel plus large. Le rapport que Whitfield a soumis aux renseignements de l'armée était complet, détaillé et totalement ignoré. Il documentait les méthodes australiennes avec précision et recommandait des adaptations spécifiques pour les unités américaines. Le rapport a disparu dans des classeurs où il resterait jusqu'à ce que des historiens le déterrent des décennies plus tard. Les leçons n'ont jamais été apprises. L'armée américaine a continué à mener la guerre qu'elle voulait mener, déversant plus de puissance de feu dans la jungle, tandis que l'ennemi s'adaptait et endurait. Une partie de la réponse résidait dans la culture militaire et les investissements massifs dans la manière américaine de faire la guerre. Des milliards avaient été dépensés en hélicoptères, avions et artillerie. Admettre que quelques centaines d'Australiens utilisant des techniques qui ne coûtaient presque rien avaient obtenu de meilleurs résultats aurait été remettre en question des hypothèses fondamentales. Il était plus facile de rejeter l'expérience australienne comme une anomalie que de reconnaître que l'empereur n'avait pas de vêtements. Le coup ultime de cet aveuglement est devenu clair pendant l'offensive du Tet de 1968. Les forces ennemies ont obtenu une surprise stratégique complète, attaquant des cibles à travers le Sud-Vietnam dans des opérations coordonnées que le renseignement américain n'avait pas réussi à prédire. Les renseignements que les patrouilles australiennes avaient recueillis contenaient des avertissements de l'offensive à venir. Mais ces avertissements ont été rejetés. Des milliers de militaires américains ont péri dans des batailles qui n'auraient pas dû être livrées. Les Australiens dans la province de Phuoc Tuy ont vécu l'offensive différemment. Leur réseau de renseignement avait identifié le renforcement des semaines avant. Quand l'offensive a commencé, ils étaient prêts. Les attaques dans leur secteur ont été repoussées avec des pertes minimales. Bien que le contraste avec le chaos ailleurs n'aurait pas pu être plus frappant, la leçon n'a pas été apprise. La guerre a continué pendant encore 5 ans. Le colonel David Hackworth, l'un des soldats les plus décorés de l'histoire américaine, validerait plus tard tout ce que Whitfield avait essayé de communiquer. Il a écrit que les Australiens avaient compris la guerre qui existait, tandis que les Américains avaient combattu la guerre qu'ils voulaient voir exister. Ces arguments ont été rejetés, et il a finalement quitté l'armée par frustration. La reconnaissance est venue lentement au fil des décennies. En Afghanistan et en Irak, les forces d'opération spéciales américaines ont progressivement adopté des techniques que les opérateurs australiens auraient immédiatement reconnues. La patience a remplacé l'impatience. Le renseignement a remplacé la puissance de feu. Les leçons qui auraient pu être apprises en 1967 ont finalement été absorbées en 2007, 40 ans et des centaines de milliers de victimes plus tard. Mais les hommes qui avaient été les pionniers de ces techniques étaient pour la plupart partis à ce moment-là, emportés par l'âge ou les conséquences différées de blessures qui n'avaient jamais complètement guéri. Il y avait un élément de l'héritage australien qui ne pouvait pas être réduit à une doctrine ou des tactiques. Cet élément était la transformation elle-même, la volonté de devenir quelque chose d'autre qu'humain pour atteindre la victoire. Ils sont devenus Maung non pas par la technologie seule, mais par une déshumanisation délibérée qui a dépouillé tout sauf l'instinct du prédateur de chasser, d'attendre et d'éliminer. Cette transformation ne pouvait pas être enseignée dans des salles de classe. Elle nécessitait un type spécifique de volonté, de payer des coûts que la plupart des gens considéreraient comme trop élevés. Les sacs à dos que le capitaine Whitfield avait eu l'interdiction de toucher contenaient plus que de l'équipement et des pièges. Ils contenaient la preuve physique d'une philosophie de guerre qui exigeait tout de ceux qui la pratiquaient. La sauce de poisson et la crasse, les pièges et les trophées, tout cela représentait un engagement envers l'efficacité qui transcendait le professionnalisme militaire normal. Et c'est pourquoi les Marines américains regardaient ces sacs en toile avec quelque chose comme de la peur. Ils sentaient que le contenu n'était pas seulement dangereux, mais contagieux. Les toucher, c'était risquer le contact avec une vision du monde dont il pourrait être impossible de s'échapper. Les Australiens avaient franchi la ligne entre combattre pour quelque chose et devenir quelque chose. Ils étaient devenus la propre réponse immunitaire de la jungle. Des prédateurs évolués pour éliminer les menaces par des méthodes que la civilisation préférait ne pas examiner de trop près. Le capitaine Whitfield est retourné aux États-Unis au début de 1968 et a passé les années restantes de sa carrière à pousser pour des réformes qui ne sont jamais venues. Il a finalement accepté un poste d'enseignant d'histoire dans une petite université en Virginie, racontant des histoires d'hommes qui sentaient la mort et se déplaçaient comme des fantômes. Sur son bureau jusqu'au jour de sa retraite, Whitfield a gardé un seul artefact du Vietnam. C'était une carte à jouer australienne, l'as de pique, qui lui avait été donnée par le sergent qui l'avait d'abord averti au sujet des sacs à dos. Pour les Américains,
La carte était un trophée. Pour les Australiens, c'était un message au vivant. Un rappel que les fantômes regardaient toujours. La carte portait une petite tache dans un coin qui aurait pu être de la rouille ou aurait pu être quelque chose d'entièrement différent. Il n'a jamais demandé ce que c'était. Certaines questions valent mieux de rester sans réponse. Les derniers mots que Whitfield a écrits dans son journal personnel résumaient tout ce qu'il avait appris à Nouidat. Les Américains avaient apporté la plus grande technologie militaire jamais assemblée. Mais les Australiens avaient apporté quelque chose que la technologie ne pouvait pas fournir. Ils avaient apporté la volonté de devenir ce que la guerre exigeait, quel que soit le coût pour eux-mêmes. Et à la fin, cette volonté s'est avérée plus décisive que tous les hélicoptères et toute l'artillerie du monde. La guerre exigeait des fantômes, et les Australiens devinrent des fantômes. La guerre exigeait des chasseurs, et les Australiens devinrent des chasseurs. Le Pentagone avait la technologie. Canberra avait la volonté. Dans les jungles du Vietnam, la volonté se révéla plus meurtrière. Et ces 4 mots, prononcés par un sergent dont le nom ne fut jamais enregistré, dont les actes ne furent jamais officiellement reconnus, devinrent l'épitaphe de l'échec américain et du triomphe australien à la fois. Ne touchez pas à leur sac. 50 000 noms américains sont gravés dans le granit noir à Washington. Un mémorial à une guerre qui fut perdue malgré tous les avantages. Les Australiens perdirent 521 des leurs. Une fraction du tribut tout en obtenant des résultats qu'aucune puissance de feu ne pouvait égaler. La différence résidait dans ces sacs à dos, dans l'odeur du New Mam et dans l'éclat des fils de pièges et des carnets remplis de renseignements recueillis au fil de semaines de patiente observation. La différence tenait en 4 mots qui résument toute une philosophie de la guerre. Ne touchez pas à leur sac. Les fantômes observent.